Alors nous poursuivons maintenant avec le premier fournisseur d'électricité en France et en Europe. C'est bien sûr EDF, toujours à la recherche de l'innovation pour mener à bien sa mission tout en diminuant son impact environnemental. J'ai la joie d'accueillir Louise Villain, directrice Nouveau Business. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui puisque EDF se positionne également en leader de la production d'hydrogène bas carbone. Bienvenue. Merci Claire. Vous approchez. Merci. Alors, quelques petites questions aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que EDF se positionne et lance son plan hydrogène sur la production d'hydrogène bas carbone? Pour quels usages et avec quelles ambitions? Alors, en fait, à dire vrai, le fait de lancer finalement un plan hydrogène, on a mis quelques années à y arriver, mais finalement, il me semble que pour EDF, pour un acteur comme EDF, c'est finalement plutôt une évidence. Pourquoi ? Parce que on voit tous maintenant qu'il va falloir, et ça devient un impératif mondial et européen et national, et un impératif pour nous, qu'on atteigne la neutralité carbone le plus vite possible, et en tout cas avant 2050. On voit que tout le monde maintenant s'engage là-dedans, et pour nous, c'est aussi clairement au cœur de nos enjeux. Et d'ailleurs, c'est la raison d'être qu'on a mis dans nos statuts, c'est bien de contribuer à ça. Et ce qu'on voit, c'est que pour y arriver, on sait tous qu'il va falloir électrifier massivement les usages, se chauffer plus avec de l'électricité, se déplacer plus avec de l'électricité, électrifier des process industriels, etc. Mais on voit bien aussi qu'on ne pourra pas tout électrifier facilement et économiquement. Et c'est là que l'hydrogène, finalement, peut être un moyen indirect d'électrifier des usages. Puis s'il est produit à partir d'une électricité bas carbone, du coup, il permet de décarboner des usages qui, eux, ne pourraient pas être électrifiés facilement. Donc et évidemment, pour ça, il faut de l'électricité bas carbone. Et ça tombe bien parce que, effectivement, nous, on en a plein. Et donc, ce plan hydrogène, quelles en sont les étapes clés et quel marché vous comptez cibler? Qu'est-ce que vous allez mettre en place exactement au travers de ce plan? Alors, du coup, on a procédé par étapes, c'est-à-dire que, en fait, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que les secteurs qui étaient le plus faciles à décarboner par l'hydrogène et les plus économiques, c'est la mobilité lourde et c'est certains process industriels. Donc, c'est ceux-là qu'on a ciblés en priorité, et c'est sur ces secteurs-là qu'on a annoncé qu'on visait de développer 3 gigawatts d'hydrogène électrolytique d'ici 2030. Et puis après, on a regardé comment on pouvait y arriver et quel segment de la chaîne de valeur il fallait qu'on cible. Et donc c'est ce qui nous a conduit d'une part à investir dans un fabricant d'électrolyseurs. On a pris des parts dans le capital d'une société qui s'appelle McPhy, avec laquelle on travaille justement, avec laquelle on a beaucoup de projets. Ensuite, ça nous a conduit à développer une filiale qui produit et qui commercialise de l'hydrogène décarboné, qui s'appelle Dynamix, qu'on a créé en 2019. Ensuite, progressivement, on a constitué un écosystème partenarial, parce que c'est ce qu'on voit souvent, c'est que de toutes les façons, sur les marchés de l'hydrogène, il y a beaucoup de marchés qui se réunissent et qui se rencontrent. Et donc, du coup, il va falloir qu'on travaille avec les industriels qui doivent décarboner leurs process, par exemple les cimentiers. Donc, on travaille avec Vicat sur certains projets. Avec les chimistes, on a annoncé la semaine dernière qu'on prenait un partenariat avec Domo Chemicals, qui est un chimiste dans la région lyonnaise, où on va développer 85 mégawatts d'hydrogène électrolytique pour décarboner leur production de polyamide, etc., etc. Et puis à la fin, on investit aussi dans un fonds qui s'appelle le fonds Cleanage 2, qui développe des infrastructures hydrogène. Et puis à la fin, du coup, on s'est constitué cet écosystème qui nous a permis d'annoncer cette ambition de 3 gigawatts d'hydrogène électrolytique d'ici 2030. D'accord. Donc du coup, tous ces différents partenariats vont vous permettre donc d'avoir des nouveaux financements, de pouvoir donc un petit peu passer à l'échelle sur ce plan hydrogène. C'est ça ? Exactement. En fait, ce qu'on voit sur le financement et le passage à l'échelle, moi j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, à ce stade, le financement, c'est pas vraiment un problème, parce qu'il y a énormément de... C'est un secteur qui est aujourd'hui très subventionné, qu'il est parce qu'aujourd'hui, en vrai, c'est pas encore économique de produire de l'hydrogène décarboné.
Mais on voit que effectivement les États y mettent beaucoup de moyens. On le voit dans le plan de relance français, on le voit dans à peu près tous les plans de relance européens, dans le plan de relance européen global. Et du coup, effectivement, il y a énormément d'argent qui est mis sur la table pour développer cette filière et pour permettre de décarboner ces secteurs de l'économie qui ne le seraient pas sans ça. Et donc je pense que du coup, pour nous, industriels, l'enjeu, ça va être de profiter de ces subventions pour arriver d'une part à faire baisser le coût des électrolyseurs et à faire en sorte que les usages deviennent de plus en plus compétitifs. Et typiquement, c'est pour ça aussi que je parlais tout à l'heure des secteurs qu'on a ciblés en priorité, parce que ce qu'on vise, c'est finalement, et je pense que ça c'est très important, il faut qu'on utilise l'hydrogène là où il va être le compétitif le plus rapidement possible, et là où il va être du coup le plus efficace pour décarboner l'économie. Et c'est comme ça, du coup, je pense qu'on pourra avoir une filière qui se construit de manière pérenne. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je mentionnais tout à l'heure les partenariats avec le reste de l'écosystème et de la chaîne de valeur de l'hydrogène, parce que moi, ma conviction profonde, c'est que se dire on va tout faire, ça ne marchera pas. Mais en revanche, c'est sûr que ça nous force, et c'est très bien, à aller vers des modes de fonctionnement qui ne sont pas forcément les plus naturels pour un électricien très intégré et qui est présent sur toute la chaîne de valeur sur l'électricité, comme on l'est nous. Donc nous, ça nous sort de notre zone de confort et ça vous permet d'explorer des nouveaux process, des nouveaux secteurs. Ouais, c'est comme un petit peu ce que disait Carole tout à l'heure, que c'est tout l'écosystème ensemble qui va pouvoir trouver des nouvelles solutions pour atteindre ses objectifs. C'est exactement ça. Alors, le développement de cette nouvelle filière, c'est également un enjeu politique qui est assez majeur. Donc, que ce soit au niveau national, mais également au niveau territorial. Comment est-ce que vous pouvez du coup mettre en place le développement de cette filière face à ces peut-être restrictions politiques ou ces enjeux, ces débats qu'on peut avoir ? Alors oui, je suis d'accord, c'est un enjeu politique national très fort. Alors je ne peux pas m'exprimer pour le compte de l'État, même si EDF est de plus en plus proche de l'État. Mais oui, je pense que pour l'État, il y a un enjeu très fort qui est aussi de structurer... en fait, c'est l'opportunité de créer une filière industrielle française ou européenne. C'est une opportunité qu'on n'a pas réussi à saisir sur le photovoltaïque il y a 10-15 ans. Mais justement, on a aussi appris de ça. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les plans de relance et tout ça, je pense que c'est très lié à ça. Il y a une vraie volonté de construire une filière industrielle. Et donc, c'est une opportunité pour les acteurs français et européens. Je pense que pour l'État, il y a aussi un enjeu si on arrive à construire une filière française et européenne, ça contribuera à l'indépendance énergétique de la France et de l'Europe. Et on voit bien qu'on a bien un enjeu à ne pas remplacer la dépendance au gaz et aux fossiles par une dépendance à de l'hydrogène ou des électrolyseurs importés. Donc ça, il y a évidemment un enjeu politique fort. Et juste pour terminer sur les enjeux territoriaux, oui, nous ce qu'on voit et notre conviction, c'est vraiment que ces projets d'hydrogène, ils permettent aussi de constituer des hubs territoriaux et là aussi d'inventer des nouvelles formes de partenariat. Si je prends l'exemple de ce qu'on fait à Auxerre, donc à Auxerre, on a mis en service un électrolyseur de 1 MW qui, du coup, permet aujourd'hui d'alimenter en hydrogène décarboné une partie de la flotte de bus de la métropole d'Auxerre. Donc on fait ça en partenariat avec les collectivités locales et d'autres partenaires institutionnels. Et ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ça sert pour une partie des bus d'Auxerre, mais progressivement, on va y raccrocher les trains, d'autres usages de mobilité lourde, éventuellement des usages industriels autour de la zone. Et donc, progressivement, ça permet de créer des sortes de hubs territoriaux.
Merci beaucoup, Louise.